Pendant la Seconde Guerre mondiale, un camp de concentration en ex-Yougoslavie a été identifié par les survivants et les experts comme étant encore plus brutal qu'Auschwitz. Ce camp, connu sous le nom de Jasenovac, n'était pas sous contrôle nazi, mais plutôt sous celui des fascistes croates du régime des Ustachis, alliés de l'Allemagne nazie. Sa taille et le niveau de violence qui y était exercé en faisaient le troisième plus grand camp de concentration d'Europe en termes de superficie. Mais ce qui se passait derrière ces murs était encore plus horrifiant. Jasenovac n'était pas seulement un lieu d'extermination massive. C'était un complexe où la torture, le meurtre et les atrocités étaient menés avec une brutalité extrême, au point que même les nazis, incapables de comprendre le niveau de sauvagerie, ont exercé des pressions pour sa réduction ou sa fermeture. Malgré son alliance avec le Troisième Reich, le régime des Ustachis porta le concept des camps de concentration à de nouveaux sommets d'horreur. Pourquoi Jasenovac était-il si brutal? Et comment le monde a-t-il pu ignorer les atrocités de Jasenovac? La formation de la Yougoslavie et les tensions ethniques. En 1918, après la dissolution des empires austro-hongrois et ottomans, un nouvel État fut fondé dans les Balkans, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui allait plus tard devenir la Yougoslavie. Ce pays, qui se traduit par « terre des Slaves du Sud », rassemblait une diversité de peuples et d'ethnies très différentes. Parmi ses habitants se trouvaient des Serbes, des Croates, des Slovènes, des Monténégrins, des Macédoniens du Nord, des Albanais et des musulmans bosniaques. Des communautés plus petites, comme les Juifs et les Roms, coexistaient également sur son territoire. Ce qui semblait être une solution pour l'union des peuples slaves du Sud se transforma rapidement en un défi d'intégration. Pendant des siècles, les différentes communautés composant la Yougoslavie avaient vécu dans une région marquée par des tensions constantes, façonnées par les empires qui avaient dominé la zone. La division n'était pas seulement géographique, mais profondément culturelle et religieuse. L'une des principales divisions entre les peuples de la nouvelle Yougoslavie était celle des Serbes et des Croates. Bien que les deux groupes partagent des racines slaves, leurs différences religieuses et culturelles étaient marquées. Les Serbes étaient majoritairement orthodoxes, tandis que les Croates pratiquaient le catholicisme, créant ainsi une forte rivalité. De plus, au fil des siècles, les différents groupes avaient été gouvernés par des puissances extérieures, ce qui exacerbait encore les tensions. Depuis la fin du XVe siècle, les Ottomans avaient dominé une grande partie de la région, laissant une marque indélébile sur la culture et les identités des peuples des Balkans. Lorsque les Austro-Hongrois commencèrent à s'étendre à partir de 1700, ils repoussèrent les Turcs hors de la partie nord de la région, créant ainsi une nouvelle dynamique dans les relations interethniques. L'imposition de frontières et le contrôle par des puissances étrangères alimentaient la méfiance entre les peuples qui allaient former la Yougoslavie, créant un terreau fertile pour de futurs conflits. Les divisions cachées, la politique de la conquête et de la religion dans les Balkans. Tout au long de l'histoire, les puissances conquérantes ont employé la stratégie du « diviser pour mieux régner » pour maintenir les peuples sous contrôle. Cette tactique ne créait pas seulement des conflits internes, mais assurait également que les communautés restaient divisées, plus concentrées sur leurs différences que sur l'ennemi commun. Dans les Balkans, tant l'Empire ottoman que l'Empire austro-hongrois ont utilisé cette politique efficacement, semant les graines de conflits qui allaient durer des siècles. Un exemple évident de la manière dont la religion a été utilisée comme outil de division peut être trouvé en Bosnie, où la domination turque a provoqué une transformation significative dans les pratiques religieuses de la population. Sous le contrôle ottoman pendant plusieurs siècles, de nombreux Bosniaques se sont convertis à l'islam. Bien que sur le plan génétique, les musulmans bosniaques partagent des racines avec les Serbes et les Croates, leur nouvelle foi les éloignait culturellement de leurs voisins. Cette différence religieuse est devenue l'une des distinctions principales, menant à la création d'une identité séparée dans la région des Balkans. Les conflits dans les Balkans n'étaient pas seulement le résultat des impositions extérieures, mais aussi des relations complexes entre les différents peuples de la région. Dans les zones montagneuses et isolées, où le pouvoir central atteignait rarement, d'innombrables cycles de vengeance et de représailles émergeaient entre divers groupes. La compétition pour l'approbation des puissances dominantes alimentait ces affrontements, rendant toute possibilité d'unité parmi les peuples slaves du Sud extrêmement difficile. La religion jouait un rôle essentiel dans cette division.
En Croatie, le catholicisme n'était pas seulement une religion, mais aussi une identité vécue de manière fervente, même hostile envers d'autres croyances. En Serbie, l'orthodoxie orientale n'était pas seulement la base de la foi, mais également un symbole de résistance à l'impérialisme étranger. La tension religieuse entre catholiques et orthodoxes devint une question de plus en plus brûlante, attisant les flammes de ce qui allait devenir un conflit perpétuel dans la région. De plus, en plein milieu de cette dispute entre Serbes et Croates, les musulmans bosniaques et les Juifs se retrouvaient pris au piège, leurs identités religieuses étant vues à la fois avec suspicion et curiosité. Bien que souvent négligées, les différences linguistiques approfondissaient également les divisions. Bien que les Serbes et les Croates parlaient la même langue, leurs alphabets étaient différents. Les Croates utilisaient l'alphabet latin tandis que les Serbes utilisaient le cyrillique. Cette différence apparemment triviale devint un marqueur crucial d'identité, surtout en période de conflit. Cette différence apparemment mineure révélait bien plus que ce qu'elle semblait. Dans les moments les plus tendus de l'histoire de la région, la façon dont une personne écrivait pouvait déterminer si elle était une alliée ou une ennemie. Ainsi, ce qui semblait être une différence culturelle superficielle devint une ligne de fracture qui, dans de nombreux cas, marqua la vie et la mort des individus. Les Ustashis et l'ascension au pouvoir, l'émergence d'un régime fasciste en Croatie. Avant de plonger dans les détails sombres des camps de concentration dirigés par les Ustashis pendant la Seconde Guerre mondiale, il est crucial de comprendre comment ce groupe fasciste est arrivé au pouvoir et quelles idéologies ont alimenté leurs actions. Tout au long de la guerre, le monde a été témoin de nombreuses atrocités commises par diverses factions, mais l'histoire des Ustashis, cette organisation radicale croate alliée à Hitler, mérite une analyse particulière. De 1941 à 1945, la Croatie fut gouvernée par le régime des Ustashi, une organisation ultranationaliste née dans un contexte de mécontentement politique croissant et de tension. Les Ustashis, dont le nom signifie « rebelle » ou « se soulever » en croate, ont été fondés en 1929 par Ante Pavelić, un avocat et homme politique nationaliste qui prônait une Croatie indépendante, libre des influences étrangères et en particulier de la présence serbe. Pavelić avait été membre du Parti des droits croates et après la création du royaume de Yougoslavie en 1918, il cherchait avec ferveur l'autonomie de la Croatie au sein de ce nouvel État, jusqu'à ce que ses revendications deviennent de plus en plus radicales. Au début, les Ustashi n'étaient pas une force majeure en Croatie. En fait, pendant les années 1930, l'organisation était encore marginale. Cependant, la situation politique en Europe, marquée par la montée du fascisme en Italie sous Mussolini et du nazisme en Allemagne sous Hitler, eut un impact significatif sur l'évolution du mouvement des Ustashis. Face à la menace d'une Europe de plus en plus militarisée, de nombreux Croates commencèrent à voir les Ustashis comme une solution potentielle à leurs problèmes. Une dictature qui leur accorderait l'indépendance et un contrôle total sur les régions qu'ils considéraient comme faisant partie de leur territoire, telles que la Bosnie. Pavelić et ses partisans adoptèrent de nombreuses politiques de Mussolini, y compris son idéologie fasciste, la glorification de la violence comme moyen légitime d'atteindre leurs objectifs, et des symboles reflétant le totalitarisme. Les Ustashis s'alignèrent également étroitement avec l'Allemagne nazie, recherchant la protection d'Hitler et la création d'un État croate totalement indépendant et homogène, un État qui exclurait les Serbes, les Juifs et d'autres minorités. Avant la Seconde Guerre mondiale, la situation politique de la Croatie était marquée par une polarisation croissante. D'un côté se trouvaient les Ustashis et d'autres mouvements ultranationalistes réclamant l'indépendance et la création d'un État croate purifié. De l'autre côté, les socialistes croates et les communistes prônaient une vision plus inclusive, liée à une Yougoslavie unifiée. Cette division était non seulement d'ordre politique, mais aussi liée aux tensions ethniques et religieuses qui avaient marqué l'histoire de la région. En 1934, les Ustashis commirent un acte de violence extrême en soutenant l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Cet événement fut un tournant, non seulement en raison de la violence politique qu'il représentait, mais aussi parce qu'il s'agissait du premier assassinat d'un chef d'État capturé sur film. Cet acte exacerba davantage les tensions internes au sein de la Yougoslavie et marqua un tournant dans l'histoire des Ustashis.
qui intensifiaient déjà leur campagne de terreur en Croatie et en Bosnie, cherchant à déstabiliser le régime yougoslave. Avec l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, les tensions atteignirent leur apogée. En 1941, après l'invasion de la Yougoslavie par les forces de l'Axe, les Ustashis saisirent l'opportunité pour déclarer l'État indépendant de Croatie, NDH, un État fantoche sous contrôle nazi, avec Pavelić comme dirigeant. Ce nouvel État non seulement devint un allié de l'Allemagne nazie, mais mit également en œuvre des politiques extrêmes de persécution, de répression et d'extermination des Serbes, des Juifs, des Roms et d'autres groupes considérés comme indésirables. Les camps de concentration et d'extermination établis par les Ustashis dans le NDH, comme le tristement célèbre camp de Jasenovac, devinrent synonymes de brutalité. Ces camps, loin d'être de simples centres de détention, étaient des lieux où les prisonniers étaient soumis à des tortures indicibles et exterminés dans des conditions inhumaines. L'idéologie raciste des Ustashis, soutenue par leur alliance avec le Troisième Reich, cherchait à réaliser le nettoyage ethnique de la Croatie, faisant de leur régime l'un des plus impitoyables d'Europe occupé par les nazis. Idéologie et objectifs des Ustashis, la vision d'un État fasciste et exclusif. L'idéologie des Ustashis, dirigée par Ante Pavelić, reposait sur un ensemble de croyances radicales qui non seulement transformèrent la Croatie en un État totalitaire, mais marquèrent aussi d'une empreinte de feu les politiques de persécution et d'extermination qui définiraient le régime pendant la Seconde Guerre mondiale. Voici les principes clés qui guidèrent l'ascension et la gouvernance des Ustashis. La Croatie. Exclusivement pour les Croates, la vision de Pavelić et de ses partisans d'une Croatie pure reposait sur un nationalisme ethno-religieux fort. Dans cette vision, la Croatie devait être une nation homogène composée uniquement de Croates ethniques. Pour les Ustashis, le catholicisme n'était pas seulement la religion officielle, mais aussi un symbole de l'identité nationale et de la pureté. L'islam, bien qu'il ne fût pas considéré comme une partie intégrante du peuple croate, était toléré en Bosnie en raison de sa perception d'apporter un ordre politique et social. Cependant, d'autres groupes religieux tels que les Serbes orthodoxes, les Juifs et les musulmans bosniaques d'origine serbe ou croate étaient revus comme étrangers et inacceptables dans ce modèle de pureté nationale. Cette vision exclusive cherchait à redéfinir toute la structure sociale de la région afin de garantir que la Croatie soit un espace exclusivement réservé aux Croates catholiques. La supériorité raciale. L'une des croyances les plus sinistres du régime des Ustashis était l'idée que les Serbes, les Juifs et les Roms étaient des races inférieures qui devaient être éliminées ou déplacées pour garantir la supériorité des Croates. Les Ustashis adoptèrent une position radicalement xénophobe, similaire à celle des nazis, et menèrent une campagne systématique d'extermination contre les minorités ethniques et religieuses. L'antisémitisme et la persécution des Serbes furent deux des caractéristiques les plus terrifiantes du régime. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime des Ustashis mit en œuvre un programme de nettoyage ethnique qui comprenait des meurtres de masse, des déportations et la création de camps de concentration comme Jasenovac, où des milliers de Serbes, de Juifs et de Roms furent brutalement tués. Cette idéologie raciste visait non seulement l'élimination physique des ennemis de la nation croate, mais aussi leur disparition totale sur le plan culturel et social. Expansion territoriale. Les Ustashis ne cherchaient pas seulement une Croatie pure sur le plan ethnique et religieux, mais visaient également à étendre les frontières de la nation croate pour inclure les territoires qu'ils considéraient comme légitimement leurs. Dans leur vision, la Bosnie, la Herzégovine, ainsi que des parties de la Slovénie et de la Serbie devaient être annexées à la Croatie. Cette expansion territoriale faisait partie de leur désir de créer un grand État croate, en ligne avec d'autres politiques expansionnistes de l'époque, telles que celles de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. En pratique, cette idée d'expansion territoriale a conduit à l'occupation brutale et au nettoyage des territoires envahis, lesquels furent soumis à une reconfiguration ethnique et religieuse violente afin de les rendre plus croates et moins État à parti unique. Comme d'autres régimes fascistes contemporains en Europe, les Ustashis promouvaient la création d'un État à parti unique, où le pouvoir politique était concentré exclusivement entre leurs mains.
Le leader suprême, connu sous le nom de Poglavnik, en croate, leader suprême, était Ante Pavelić, qui non seulement prit le contrôle de la sphère politique, mais aussi des aspects militaires et sociaux de la Croatie. Les Ustachis imposèrent une structure totalitaire, supprimèrent l'opposition politique et détruisirent toute tentative de résistance, que ce soit de la part des socialistes, des communistes ou même des nationalistes croates qui ne partageaient pas leur vision. Cette concentration du pouvoir politique, couplée à leur brutalité envers toute forme de dissidence, fit du NDH, État indépendant de Croatie, un régime absolument autoritaire. Le contrôle des Ustachis sur la société allait au-delà de la politique, touchant également la culture, l'éducation et la religion, avec l'objectif de créer une société entièrement homogène en termes d'idéologie et d'ethnicité. Invasion allemande et opération châtiment, l'éclatement de la Yougoslavie. En mars 1941, la situation politique de la Yougoslavie était à un tournant décisif. Le prince régent Pavle, qui gouvernait au nom du jeune roi Pierre II, avait été un proche allié de l'Allemagne nazie. Pavle avait adopté une position pro-allemande pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, donnant à Hitler la permission de faire traverser le territoire yougoslave aux troupes allemandes en route vers la Grèce, où Mussolini avait échoué dans son invasion. Cependant, le roi Pierre II, soutenu par des factions au sein de l'armée yougoslave et avec le soutien des Britanniques, décida de prendre le contrôle du pays. À seulement 17 ans, le jeune roi déposa son cousin Pavle et rejeta catégoriquement la demande d'Hitler. Cet acte de défiance mit Hitler en colère, qui considérait ce rejet comme un acte de trahison. En réponse, Hitler lança la redoutée opération Châtiment, ou opération Castigo, qui envahit la Yougoslavie le 6 avril 1941. L'invasion allemande de la Yougoslavie fut brutale et impitoyable. L'opération impliqua non seulement des attaques militaires conventionnelles, mais aussi une campagne féroce de bombardements, de représailles et de massacres contre la population civile. En quelques jours, l'armée nazie démantela la résistance yougoslave et le pays fut rapidement divisé entre les puissances de l'Axe. Pendant ce temps, des mouvements de guérilla locaux commencèrent à organiser une résistance féroce. L'histoire de la guerre de guérilla en Yougoslavie et les horreurs qui suivirent forment un récit à part entière, mais il est incontestable que l'invasion de la Yougoslavie en 1941 devint l'un des épisodes les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, les Ustachis croates, alliés de l'Allemagne nazie, commencèrent à prendre le contrôle d'une Croatie indépendante au sein de la structure de l'Axe, ce qui aboutirait à la création de l'État indépendant de Croatie, NDH, sous le régime fasciste de Pavelić. L'invasion allemande et la réponse locale jetèrent les bases du conflit complexe et violent qui allait se dérouler dans les Balkans au cours des années suivantes. Les camps d'extermination dans le NDH, Jasenovac et les horreurs invisibles. Avant que les nazis n'établissent le premier camp d'extermination à Chełmno, en Pologne, en 1941, des camps d'extermination avaient déjà été installés sur le territoire du NDH, État indépendant de Croatie. Le plus infâme de ces camps était Jasenovac, qui commença ses activités en mai 1941, quelques mois après la création de l'État fasciste croate sous le régime des Ustachis. Jasenovac, connu pour sa brutalité extrême, avait pour objectif d'exterminer les ennemis du régime, principalement les Serbes, les Juifs et les Roms, ainsi que les opposants politiques et les prisonniers de guerre. Au cours des premiers mois de son fonctionnement, on estime qu'entre 10 000 et 70 000 personnes ont été tuées dans le camp, bien que les chiffres exacts demeurent incertains en raison de la nature clandestine des crimes. Les victimes étaient systématiquement éliminées loin des regards, rendant difficile l'évaluation complète de l'ampleur de la tragédie. La plupart des massacres n'ont pas été officiellement enregistrés, ce qui a engendré une confusion concernant l'étendue des souffrances. La brutalité de Jasenovac était sans pareil. Les victimes, dont beaucoup étaient des Serbes et des Juifs croates, étaient souvent tuées de la manière la plus horrible. Nombre de prisonniers étaient jetés dans des fosses profondes, certaines contenant encore des restes humains découverts aujourd'hui par des spéléologues. Dans certains cas, les victimes étaient liées ensemble par groupes et poussées dans les fosses où elles luttaient pour rester à flot, tandis que d'autres tombaient. Les enfants et les bébés n'étaient pas épargnés.
et de nombreuses femmes et filles étaient violées avant d'être assassinées. Le camp était également tristement célèbre pour ses méthodes immédiates d'extermination. Certains prisonniers étaient exécutés sur place, d'autres étaient jetés dans une rivière voisine, où des grenades étaient lancées sur des groupes. Les conditions à Jasenovac étaient si extrêmes que les victimes ne souffraient pas seulement de tortures physiques, mais aussi du terrorisme psychologique d'une extermination sans fin. Bien que le camp de concentration ait été démantelé à la fin de la guerre, Jasenovac reste un symbole des horreurs moins connues de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à d'autres camps d'extermination nazis, comme Auschwitz, dont l'histoire a été plus largement documentée, Jasenovac reste un sombre rappel des atrocités commises au cœur de l'Europe, sous un régime fasciste croate allié à l'Allemagne nazie. Les témoignages des survivants et les enquêtes archéologiques continuent d'éclairer ce chapitre sombre de l'histoire, alors que le monde cherche à comprendre l'ampleur des souffrances infligées durant ces années. Exécuteurs infâmes et méthodes de meurtre, l'horreur de Jasenovac. Au camp de concentration de Jasenovac, la brutalité ne venait pas seulement du système oppressif, mais aussi des exécuteurs qui mettaient en œuvre les ordres d'extermination avec une férocité inimaginable. Deux des individus les plus infâmes responsables des horreurs du camp étaient Miroslav Filipovich Mladić et Vjoslav Lurić, dont les méthodes de torture et de meurtre terrorisaient les victimes et laissaient une empreinte indélébile dans l'histoire du camp. Miroslav Filipovich, surnommé par les détenus « Frère Satan », était un moine catholique devenu l'un des exécuteurs les plus redoutés de Jasenovac. Son implication dans le camp se caractérisait par une brutalité indescriptible, et il est crédité de l'une des méthodes d'exécution les plus atroces. Couper la gorge des victimes avec un couteau agricole particulier, connu localement dans les Balkans, qu'il utilisait comme une extension de sa main. Cette lame, fixée à son poignet, lui permettait de tuer avec une précision et une efficacité glaciale, faisant de lui un exécuteur particulièrement efficace. Ce qui distingue Filipovich encore plus, ce n'est pas seulement son modus operandi, mais son sadisme systématique. Il se vantait ouvertement d'avoir tué des milliers de personnes avec cette méthode, mais l'un de ses crimes les plus perturbants était son rituel quotidien consistant à écraser des enfants jusqu'à ce qu'ils meurent. Chaque matin, avant de commencer sa journée, Filipovich écrasait un enfant avec une telle force qu'il les écrasait. Une pratique de terreur qui devenait une partie de la culture de peur du camp. Et la perversité ne s'arrêtait pas là. Dans un acte de cruauté déchirante, Filipovich forçait les nouveaux gardes à suivre son exemple, écrasant des enfants comme une sorte de rite d'initiation au travail à Jasenovac. Ceux qui refusèrent de participer étaient soumis à de sévères punitions ou envoyés combattre sur le front contre les partisans communistes. Cette mentalité tordue se répandait dans tout le camp, créant une culture d'impunité et de monstruosité. Après la fin de la guerre, Filipovich fut capturé et en tant que l'une des figures les plus détestées et recherchées, il fut publiquement pendu dans le cadre de sa justice. Le second exécuteur infâme de l'histoire de Jasenovac fut Vjoslav Lurić, connu pour sa cruauté et sa brutalité. Contrairement à Filipovich, Lurić parvint à échapper au destin des autres responsables du camp, s'enfuyant en Espagne fasciste sous Franco après la chute du régime des Oustachis. Bien qu'il fût craint et détesté au sein du NDH, après l'effondrement du gouvernement fasciste croate, il échappa à la justice. Lurić continua d'être une figure sombre même en dehors de la Yougoslavie. Pendant des années, il vécut dans l'impunité totale en Espagne, mais son histoire prit fin en 1969, lorsqu'il fut traqué et tué par les agents des services secrets yougoslaves. La mort de Lurić fut un acte de vengeance pour les crimes qu'il avait commis, bien que beaucoup considèrent qu'il ait échappé à la justice bien trop longtemps. Ces exécuteurs infâmes, Mladić et Lurić, ne représentaient qu'une fraction de la violence déchaînée au camp de Jasenovac, où des dizaines de milliers de vies ont été exterminées de la manière la plus horrible. Le camp de concentration de Jasenovac, comme d'autres camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale, laissa des cicatrices profondes qui continuent de résonner dans la mémoire collective de l'humanité. Méthode d'extermination et conditions inhumaines à Jasenovac. Le camp de concentration de Jasenovac n'était pas seulement un lieu d'incarcération, mais aussi un complexe d'extermination où les Oustachis ont mis en œuvre des méthodes systématiques pour tuer des milliers de personnes.
Pendant l'occupation du régime fasciste de 1941 à 1945, les prisonniers, principalement des Serbes, des Juifs, des Roms et des Croates antifascistes, ont été soumis à des conditions insupportables. Bien que les Oustachis aient tenté de mettre en place une chambre à gaz pour tuer leurs victimes, les résultats furent inefficaces, et ainsi, des méthodes plus directes et brutales ont été employées. À Jasenovac, les exécutions se faisaient non seulement par fusillade, mais aussi par des méthodes telles que la coupure de la gorge avec des couteaux agricoles, l'une des formes d'extermination les plus courantes. De plus, de nombreuses victimes ont été éventrées vivantes, prolongeant ainsi leur souffrance de manière horrible. Dans le sous-camp de Gradina, situé dans la région de Jasenovac, certaines des formes d'extermination les plus épouvantables ont été mises en œuvre. Les victimes étaient emmenées vers des fosses communes où elles étaient tuées en grand nombre. Souvent, les prisonniers étaient liés par paires, frappés à la tête avec des masses, puis jetés dans le fleuve Sava, un processus conçu non seulement pour se débarrasser rapidement des corps, mais aussi pour détruire les preuves des crimes. Lorsque les fosses communes étaient pleines, les corps étaient simplement abandonnés au courant, et on estime que des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie dans ces champs d'exécution. L'étendue des décès à Jasenovac est difficile à déterminer avec certitude en raison des efforts des Oustachis pour éliminer toute preuve de leurs crimes. À l'approche de la fin de la guerre, de nombreux corps ont été exhumés et brûlés de manière rudimentaire, mais même ces tentatives d'effacer les traces du génocide n'ont pas pu empêcher que la brutalité des massacres soit révélée. Les estimations des victimes varient, mais des études historiques suggèrent qu'entre 80 000 et 100 000 personnes ont été tuées à Jasenovac seul, sans compter les victimes dans d'autres régions contrôlées par les Oustachis. Certains historiens, cependant, soutiennent que le nombre de morts pourrait dépasser 200 000, étant donné l'ampleur de l'extermination et les multiples lieux de massacres à travers le pays. Malgré le nombre énorme de victimes, certains prisonniers ont réussi à survivre à la brutalité du camp, et beaucoup d'entre eux ont partagé des récits déchirants de ce qu'ils ont vécu. La vie à Jasenovac était marquée par une surpopulation extrême, des conditions horribles dans les baraquements et un manque de soins médicaux. Les prisonniers, y compris les Roms, vivaient à l'extérieur, sans protection contre les intempéries et sans refuge contre la pluie, le vent ou la neige. La propagation de maladies telles que le typhus et la dysenterie était courante, car il n'y avait aucune installation sanitaire, et les malades ne recevaient aucun traitement. La malnutrition et les conditions insalubres créaient une atmosphère de désespoir et de souffrance constant. Les rations alimentaires dans le camp étaient insuffisantes et de mauvaise qualité. Les prisonniers recevaient des portions minimales, souvent composées de bouillon aqueux avec quelques feuilles de chou ou de pain sec, tandis que ceux qui étaient trop faibles pour travailler ou remplir les quotas de travail étaient envoyés vers les champs d'exécution. En fait, le travail forcé était une constante, et les prisonniers travaillaient du matin au soir dans des conditions physiques extrêmes, soit dans des usines de briques, des ateliers métallurgiques, ou en effectuant d'autres tâches épuisantes. Ceux qui ne réussissaient pas à remplir les exigences du travail ou tombaient malades étaient soumis à de sévères punitions, ou dans les pires cas, exécutés. Malgré ces conditions inhumaines, certains prisonniers ont trouvé des moyens de résister et de s'organiser au sein du camp. Plusieurs ont formé des réseaux d'entraide, s'aidant mutuellement du mieux qu'ils pouvaient pour survivre. Certains ont même réussi à mener des actions de sabotage contre des projets de travail ou à transmettre des informations aux partisans qui combattaient le régime des Oustachis. Cependant, s'échapper de Jasenovac était presque impossible et ceux qui tentaient de fuir étaient généralement capturés et exécutés sans pitié. L'histoire de Jasenovac est l'une des plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, un lieu où la mort et la souffrance étaient une constante. Le génocide perpétré par les Oustachis dans ce camp démontre la capacité humaine à une cruauté extrême, tandis que les survivants témoignent d'un courage remarquable face à la déshumanisation la plus brutale. Conséquences de l'après-guerre. Le camp de concentration de Jasenovac est l'un des lieux les plus sombres de l'histoire du XXe siècle. Et bien que son nom soit moins connu que celui d'autres camps de concentration, sa brutalité est inégalée. Situé dans ce qui est aujourd'hui la Croatie, Jasenovac était un complexe d'extermination qui a fonctionné de 1941 à 1945
sous le régime des Ustašis, un groupe fasciste croate. Ce camp n'était pas seulement un lieu d'emprisonnement, il était conçu pour l'extermination, et il l'a fait avec une efficacité macabre qui terrifiait même les nazis. Contrairement à d'autres camps de concentration, Jasenovac n'utilisait pas exclusivement les chambres à gaz ou les fusillades. Les prisonniers, principalement des Serbes, des Juifs, des Roms et des Croates antifascistes, étaient exécutés de manière particulièrement brutale. Coupure de la gorge avec des couteaux agricoles, éventration, coups de masse et torture systématique. Ici, la mort n'était pas un événement isolé mais un processus continu, et la violence avait été institutionnalisée à tel point que les gardiens considéraient les prisonniers comme de simples chairs à canon. Le camp n'était pas seulement un lieu de mort immédiate, mais aussi un centre de travail forcé, où les prisonniers affamés et épuisés étaient utilisés comme esclaves dans des usines et des projets de construction. Ceux qui ne pouvaient pas accomplir les tâches pénibles étaient envoyés vers les soi-disant champs d'exécution, un terme qui désignait des zones où les prisonniers étaient tués en masse. Les plus faibles, les plus malades ou simplement épuisés étaient attachés, battus, puis jetés dans le fleuve Sava ou enterrés dans des fosses communes, souvent sans être comptabilisés. L'aspect le plus glaçant est qu'à mesure que la guerre approchait de sa fin, les Ustašis, craignant que les atrocités ne soient découvertes, ont fait des efforts désespérés pour détruire les preuves. Ils ont exhumé des corps, les ont brûlés et ont tenté d'effacer toute trace de leurs crimes. Cependant, les estimations du nombre de victimes de Jasenovac varient entre 80 000 et 100 000 prisonniers, bien que certains historiens suggèrent que ce nombre pourrait dépasser 200 000 si l'on inclut les victimes d'autres lieux en Croatie. Malgré l'ampleur de la souffrance, certains prisonniers ont survécu. Leurs récits, conservés par des témoignages et des interviews, offrent un aperçu terrifiant des conditions au sein du camp: surpopulation, faim extrême, maladies comme le typhus et la dysenterie, et un système de travail épuisant qui poussait les prisonniers à la limite de la mort. La faim était si extrême que les survivants se rappelaient avoir mangé de l'herbe, des racines et même des insectes pour survivre. Ce qui est peut-être le plus choquant, c'est comment un camp comme Jasenovac a pu fonctionner avec si peu de résistance, même au début, lorsque les Alliés et les nazis étaient conscients des atrocités qui se déroulaient dans la région. Parce qu'il était dirigé par les Ustašis, un groupe fasciste, Jasenovac n'était pas simplement un camp de concentration. C'était un centre d'extermination idéologique, un lieu où la haine et la violence sont devenues une politique d'État. La mémoire de Jasenovac, bien que souvent éclipsée par l'histoire des camps comme Auschwitz ou Dachau, demeure un rappel de la capacité humaine à infliger de la souffrance. Bien que de nombreux Croates ne reconnaissent pas l'ampleur de ce qui s'est passé dans ce camp, les preuves sont claires. Jasenovac était un lieu où la vie humaine n'avait aucune valeur. Dans les années suivant la guerre, lorsque le régime communiste a pris le contrôle en Yougoslavie, la mémoire de Jasenovac n'a pas été facilement effacée. Mais le régime de Tito a préféré garder le silence sur les atrocités commises par les Ustašis, en se concentrant davantage sur la lutte contre le fascisme et le nationalisme. Cependant, avec la dissolution de la Yougoslavie à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le nationalisme a refait surface dans les Balkans et les anciennes blessures de la guerre civile croate ont commencé à se rouvrir. Pour des raisons comme celle-ci, le camp de concentration de Jasenovac reste un sombre rappel des horreurs qui peuvent surgir lorsque la haine, le fascisme et l'idéologie suprémaciste se combinent. Le camp de concentration qui a même terrifié les nazis.